Bonjour à tous. Donc l'idée aujourd'hui, différente de l'année dernière pour ceux qui étaient là où on parlait exclusivement du F&B, aujourd'hui on va essayer de rock your lobby. L'année dernière on a essayé de rock the F&B. Donc la question c'est comment est-ce que vous allez animer vos lobbies d'hôtel. Si ça marche. Plus au milieu. Ah oui, c'est bon. Donc la question, c'est bien sûr animer vos lobbies et bring the people in, c'est-à-dire faites venir des gens dans vos lobbies. Alors, pardon. Merde, je vous spoil. Je voulais revenir sur le sommaire, mais ça marche pas très bien. Le sommaire rapidement. Un peu avant, je vous spoil, désolé. Voilà, le sommaire, rapidement. On va faire, comme l'année dernière, un retour sur les tendances de l'hospitality, hôtellerie-restauration en France, en Europe et aussi à l'international, avec Antoine, un petit retour sur, évidemment, rocker son F&B et animer ses espaces dans son lobby, ça passe par le F&B. On va parler du retail dans le lobby, on en a un peu parlé tout à l'heure. Comment faire travailler les gens dans vos lobbies, donc l'animer de façon indirecte. Comment et pourquoi pas avoir un lobby qui se trouve plus loin, en premier, dernier étage. On va parler de la lumière et ensuite évidemment des équipes, puisque c'est un peu le thème d'aujourd'hui. On va revenir sur donc les tendances, les grandes tendances de l'hôtellerie-restauration 2018-2019. Je ne vais pas toutes les faire, mais j'ai essayé de retenir celles qui sont les plus essentielles à nos yeux et aux yeux de l'agence. Sur des hôtels et des établissements qu'on a tous testés chez Pitaya l'agence, est-ce que le lobby est devenu ringard? Est-ce que le mot lui-même lobby est aujourd'hui pertinent? Parce qu'on voit, comme Hoxton à Williamsburg à New York, qui est un lobby en fait, hein, un salon, un restaurant qui grouille de monde. En fait, c'est un lobby, mais ça n'en a pas l'air. Donc soyez ouverts, ouvrez vos lobbies aux salons, aux workers, dynamisez, donc donnez de la vie. Créez l'expérience, parce qu'en fait, on en a déjà parlé, mais le lobby donne tout de suite le ton et l'expérience qui va se passer dans votre établissement. Et donc, pourquoi pas dire ciao au front desk? Maintenant, on voit que le check-in se fait de plus en plus tard ou de plus en plus loin dans un lobby. Deuxième tendance. Désolée, c'est pas très rapide. C'est bon. Quelques lobbies inspirants. Les Only You Hotels, qui sont des boutiques hôtels 4 étoiles en Espagne, spécialement à Madrid. Ici, on voit un lobby d'hôtel, donc il y a une bibliothèque, on y reviendra plus tard, il y a d'autres choses, un coin bakery, un restaurant, bref, la réception est très loin. Le 25 Hours à Paris, où vous voyez que le lobby, en fait, est un petit shop, un coffee shop. C'est pas vraiment un lobby tout à fait traditionnel d'hôtel. Et le Hilo Hotel, qui est un hôtel 5 étoiles à Portland, qui est plutôt ambiance salon, bar, assez F&B, en fait, dans l'ensemble. Troisième tendance, pardon, être bar-centric. Je l'en ai déjà parlé l'année dernière. Beverage and food plutôt que F&B. J'ai mis un exemple de l'hôtel Providence à Paris qui n'a pas beaucoup de chambres mais qui est quand même intéressant puisqu'en fait, le lobby, l'entrée se fait par le bar, le restaurant. Ça vous permet de générer du chiffre d'affaires. Au choix, peut-être privilégier un bar qu'un restaurant. Ça vous permet de vendre de la sharing food qui est aussi rentable et devenir le point de rencontre de vos clients hébergés et non hébergés. Donc en fait, on va donner de la vie, on va être le point vibrant de l'hôtel, ce sera donc le bar. Ça peut être aussi le restaurant, mais souvent c'est le bar. Quelques bars inspirants à l'international et en France aussi, le Parkour Hotel à Palm Springs, qui est très très bar-centrique. Je vous invite à regarder ce groupe d'hôtels qui est très intéressant. Le Hoxton à Williamsburg encore, parce qu'il y a plusieurs bars. Il y a, d'après mon souvenir, 3 bars dans le lobby, dont un coffee shop. Donc ça anime vraiment le lobby toute la journée. Le refuge des Aiglons à Chamonix, sur laquelle qui est une participation extendée, mais qui est intéressante parce qu'il y a ce grand bar au milieu de l'hôtel qui anime et qui donne vraiment la vie dans le lobby. Une quatrième tendance, c'est donc The Roof is on Fire. On parle des rooftops. J'imagine que vous êtes nombreux à avoir un hôtel en construction avec un rooftop, ou alors vous posez la question de savoir comment exploiter votre rooftop. N'hésitez pas à le faire. J'ai mis une photo de l'hôtel national des arts et métiers. N'hésitez pas à le faire parce que c'est tendance, ça vous permet de devenir aussi la meilleure vue de Paris ou ailleurs, de donner la meilleure vue à vos clients hébergés, mais aussi aux clients de l'extérieur. Ça vous permet de donner ce côté un peu entertainment, de valoriser votre rooftop pour le privatiser, pour faire des événements et de devenir the place to be pour les touristes ou même pour les clients
de passage. Quelques rooftops, le Soho House à Barcelone, pour ceux qui ont déjà été, c'est vraiment the place to be pour ceux qui sont membres, ou pas d'ailleurs, parce que vous pouvez dormir là-bas et accéder au rooftop. Le Generator Hotel à Paris, qui attire pas mal de monde de l'extérieur, aussi bien pour boire un verre, pour dîner, mais aussi les clients hébergés. Et le AC Hotel à Nice, qui est intéressant parce qu'il n'y avait pas grand-chose sur cet hôtel quand je l'avais visité. Et depuis, il y a le Farago, n'est-ce pas Bertrand, sur le rooftop qui marche très très bien. Ils ont fait une saison et ça a bien animé. Et en tout cas, ça répond à la question de la tendance. Voilà. Et puis si on peut se faire un peu d'argent avec, tant mieux. Le minimalisme. C'est une tendance, c'est la 5e tendance. J'ai mis une photo du Sister Hotel à New York City. On n'a pas été chez Pitaya, ça ouvre dans un mois, on y va bientôt. Le minimalisme, ça vient de la tendance qui répond aux attentes de la clientèle millennials. Il faut savoir que les millennials, c'est la génération la plus importante, celle qu'il faut targeter, parce qu'on n'a plus le choix. D'où la naissance des micro-hôtels. Les micro-hôtels, c'est le minimalisme. On vous donne le minimum dans la chambre et un maximum dans le lobby. Et c'est la façon dont consomment les millennials aujourd'hui. Maxi en lifestyle, en food and beverage, mini dans les chambres et mini dans l'hébergement. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça va attirer les millennials et vous avez ce gage de simplicité, pas de chichi, pour un concept vraiment intéressant. L'essentiel, donc, attire les millennials. Il y a un concept qui est intéressant que je vous recommande de suivre qui s'appelle Moto by Hilton. C'est un nouveau concept de micro-hôtel qui va être développé par Hilton en 2019. Donc à suivre de près. Un projet sur lequel on a travaillé chez Pitaya et l'agence sur le F&B, The People Hostel aux Deux Alpes. Intéressant parce qu'on a différents types de chambres assez minimalistes. On est sur un hostel, mais il y a quand même des chambres doubles pour d'autres types de voyageurs, assez minimalistes et assez intéressants, avec un lobby ultra animé, un bar, des espaces F&B. Dernier exemple, Zoku à Amsterdam, un concept qui se définit comme the end of the hotel room. Il vous propose des studios. Vous voyez ici, c'est des studios. On a une cuisine, un espace salon, un lit, bref, tout ce qu'il faut, de façon assez minimaliste, pas aussi minimaliste que le Sister, mais on a vraiment tout ce qu'il faut là-dedans pour travailler, venir pour un long ou court séjour. Ensuite, casser les codes. On voit, et on le voit depuis quelques années, l'industrie hôtelière casse les codes. Et vous devez casser les codes. J'ai mis une photo du VIP Concept. Alors, VIP, c'est une marque de cuisine. Mais ils ont créé une marque d'hôtel. Ils se définissent comme un hôtel, alors qu'en réalité, c'est une marque de cuisine qui essaie de combattre un peu Airbnb avec une chambre dans différentes locations en Suède et au Danemark. Donc, c'est assez original. Il s'appelle quand même hôtel. Donc, en vrai, qu'est-ce qu'un hôtel aujourd'hui? En tout cas, ils cassent les codes avec des localisations intéressantes. Une chambre, une super cuisine si vous voulez inviter vos copains à dîner. Pourquoi pas? En tout cas, casser les codes, ça va vous permettre d'attirer des millennials. Et aussi, casser les codes, ça va vous pousser à être the best at something. À l'agence, on pousse nos clients à être le meilleur à quelque chose. Soyez le meilleur, ayez la meilleure piscine, vendez le meilleur café, ayez la plus belle vue de Paris, ayez la politique la plus pet-friendly dans vos hôtels. J'en sais rien, mais en tout cas, aujourd'hui, vous n'avez pas le choix que d'être the best at something. Et ça vous permettra de casser les codes. Quelques exemples d'hôtels qui sont the best at something. Donc, je remets le Sister City qui est le meilleur dans le minimalisme. L'expérimental Cocktail Group, c'est les meilleurs dans les cocktails. Vous savez que si vous allez dormir chez eux ou dans leurs établissements, vous allez avoir des super cocktails. J'ai mis l'exemple aussi du Canyon Ranch qui est en fait l'art de la retreat. C'est un concept américain qui existe qu'aux États-Unis, qui vous propose des retraites détox, digitales, entre copains, sport, fitness, bref. C'est très très tendance et en tout cas c'est les meilleurs pour le faire avec quand même un prix assez élevé, mais c'est intéressant. Dernière tendance, le bien-être à tout prix. Aujourd'hui on parle du bien-être. Alors le bien-être, ce n'est plus juste un spa, un massage, se faire les mains, courir sur un tapis. Non, c'est bien plus que ça, c'est un mode de vie, un nouveau mode de vie qui vous permet d'être bien feel good. Vos clients cherchent à être bien dans leur tête, être bien dans leur corps, et ça passe par plusieurs choses. J'ai mis l'exemple des hôtels One Hotel, qui sont des hôtels 5 étoiles aux États-Unis. Ils existent à New York, à Brooklyn, à Miami, bientôt à Los Angeles, et normalement bientôt à Paris, mais j'ai pas trop d'infos là-dessus. On est sur du 5 étoiles, complètement connecté à la nature, complètement green, donc ça favorise le sentiment d'appartenance et puis le brand attachment avec les clients. On se rapproche de la nature, on feel good, on déconnecte et on vit une expérience mémorable. En réalité, ça renforce ce sentiment d'appartenance et ce brand attachment que vos clients vont avoir avec vos hôtels. Donc j'ai mis quelques exemples, les One Hotel que je vous invite à aller voir, Canyon Ranch encore une fois, et le QO Hotel à Amsterdam, qui est un hôtel 4 étoiles, construit avec des matériaux
des matériaux naturels. Il n'y a pas de bouteille d'eau dans les chambres. Pareil au One, hein. Vous avez des chambres à 1 200 $ la nuit, mais vous avez juste de l'eau filtrée. Pas de papier non plus. Vous avez une ardoise à la place du bloc-notes. Vous avez des cintres en carton avec marqué « Avant, j'ai été un bouquin ». Bref, en tout cas, c'est amusant, mais voilà. Mais vous payez quand même 700 $ la nuit. Animer vos lobbies, ça passe aussi par le F&B. On en a longuement parlé l'année dernière. Avant qu'Antoine prenne la parole, je vais revenir sur des formats dont on a déjà parlé, qui sont intéressants, qui sont des options flexibles pour ceux qui n'ont pas de restaurant, qui n'ont pas de bar, qui n'ont pas de grands espaces ou qui ont des grands espaces. En tout cas, on a 3 options qui sont intéressantes, qui peuvent animer vos lobbies, qui sont le grab and go, le fast casual et coffee shop. Le grab and go étant un petit format qu'on peut prendre sur place ou emporter pour les clients de l'extérieur ou les clients hébergés. J'ai mis Wild and the Mood au Edler Hotel à Opéra, qui est un hôtel 3 étoiles. Le fast casual, qui est en fait une sorte de fast good, opposé de fast food, on mange vite mais bien. J'ai mis le concept qu'on a créé pour Accor, qui s'appelle OMI, au Mercure de la Défense, qui était favorable en termes d'emplacement, mais aujourd'hui on est entre 250 et 300 couverts jour là-bas, donc ça marche bien, c'est du bon fast casual, tout est fait maison. Si vous êtes à la Défense, je vous invite à y aller. Et le coffee shop, qui est aussi une option, qui dynamise pas mal vos lobbies, parce que ça devient un point de repère pour les travailleurs et les clients de l'extérieur. J'ai mis le Away Hostel à Lyon, qui est un super coffee shop dans le lobby. Pour les Lyonnais, pourquoi pas. Un retour rapide sur les tendances food et lifestyle. On ne les déconnecte pas aujourd'hui, hein. Je fais un petit focus sur le world food, qui est vraiment très tendance. On en parle beaucoup avec nos clients. Aujourd'hui, on ne déconnecte pas la world food du lifestyle qui va avec. La Méditerranée, on adore ça parce qu'il fait beau, parce qu'il y a du super déco, parce qu'il y a un régime qui va bien. Donc la Mediterranean food marche bien, de la Turquie et la Grèce en passant par l'Espagne et l'Italie. La food péruvienne, une grosse tendance qui s'est un peu calmée à Paris, mais qui devrait revenir bientôt. On aime bien, donc elle est classée à l'UNESCO maintenant. On aime la tendance, les cocktails, le mode de vie, mais aussi tout ce qui est déco, tenue, tissu, bref, art. Ça marche bien. D'autres tendances food, la Californian food, qui va avec tout un mode de vie, qui va aussi avec de la mode, du street art. On voit que le Bon Marché a quand même fait 1 mois et demi californien, que le Plaza Athénée accueille le Beverly Hills Hotel chez eux. Il y a vraiment une grosse tendance sur la Californian food et la Californian way of life. Donc c'est de plus en plus demandé par nos clients. Meet the meat aussi, beaucoup de concepts viande, 100% viande, parce qu'aujourd'hui on est de plus en plus flexitarien, c'est-à-dire qu'on mange moins de viande, mais on va en manger mieux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'inverse, en tout cas à l'encontre des concepts végétariens, on a beaucoup de concepts sur la viande qui s'installent en France et ailleurs. Une dernière tendance qu'à l'agence on a spotée, ça fait un peu peur, mais en tout cas on pense que dans les prochaines années, ce seront donc la food africaine. Parce que la food africaine, ça va avec de nouvelles vibes, un nouveau design. On l'a vraiment vu au 25 Hours qui s'est inspiré du quartier, mais on pense vraiment que l'Afrique va venir à nous dans tout ce qui est tendance, concept et inspiration food. Voilà, je vous retrouve un peu après. Je garde mes notes. Alors, je vais galérer comme toi. Tac. Merci Leslie pour cette première partie. Je vais essayer d'être bref et on a plein de choses à vous raconter avec Leslie. Nous avons la chance chez Paris Society Consulting de rencontrer un certain nombre d'hôteliers, un certain nombre de clients hôteliers qui s'interrogent sur le F&B. Qui s'interrogent parce qu'ils ont une salle de petit déjeuner qui ne sert que de 7h à 10h le matin, parce qu'ils ont un lobby qu'ils trouvent trop vide, parce qu'ils se disent qu'ils aimeraient bien traiter ce sujet-là et ils y voient une opportunité de développement business et une opportunité de revoir l'identité complète de l'offre qu'ils souhaitent proposer. Néanmoins, ils nous disent « mais on pense que c'est risqué ». La réponse est oui. On pense que c'est difficile. La réponse est oui. On pense que ce sont des gros investissements et des risques de perte plus importants que notre business model d'hôtelier. La réponse est oui. On pense qu'on va galérer au niveau du staff parce que c'est un autre métier. La réponse est oui.
Une fois qu'on a dit ça, l'idée n'est pas de vous décourager, l'idée est de regarder les modèles qui fonctionnent aujourd'hui dans le monde et en France, et de regarder, et c'est ce que je vais essayer humblement de faire, de vous apporter quelques critères pour obtenir une expérience FNB aboutie. Aujourd'hui, la vision du luxe pour le client, elle évolue. Elle n'est plus uniquement sur la qualité du petit déjeuner et la qualité de la literie, et il cherche des services annexes, il cherche une expérience globale. Au-delà de l'expérience, qui est un mot qu'on utilise beaucoup, peut-être beaucoup trop même, puisqu'on souhaite faire de tout une expérience, nous on aime bien la notion de surprise également. Et de se dire qu'est-ce qu'on apporte comme surprise à notre client, que ce soit au niveau du bar, au niveau du petit déjeuner, au niveau du lobby, et comment est-ce qu'on traite ça. Donc le premier critère pour nous, c'est de travailler son design narratif. Je vais reprendre ce que Nicolas disait tout à l'heure, et il l'a dit à plusieurs reprises, la notion de cohérence. Créer du F&B dans son hôtel, au-delà de servir une boisson au bar ou de servir un plat pour se restaurer avec le restaurant Grabengo ou autre, l'idée est de se dire comment est-ce que, au-delà de ce besoin primaire, j'arrive à proposer une offre unique, une offre qui est cohérente en termes d'assiette, en termes de lumière, en termes de son, en termes de mobilier, en termes de staff, en termes de service. Et aujourd'hui, si on regarde le succès de Big Mama, par exemple, il est dû, pour nous, on l'analyse comme ça, du fait qu'ils aient réussi à traiter l'intégralité de ces composantes et d'avoir quelque chose de cohérent. Donc le design narratif, on donne deux exemples. Le bar du Monte Cristo, où ils sont partis non pas de qu'est-ce que je vais proposer comme cocktail, mais de je vais raconter l'histoire d'Alexandre Dumas, je vais broder autour et je vais créer mon architecture en fonction, mon décor en fonction, ma playlist en fonction, mon naming de cocktail en fonction. Le deuxième critère, c'est d'adapter son offre à son lieu et à sa cible. On ne va pas tous créer un grab-and-go, on ne va pas tous créer un bar. Et dans les restaurants, de la même manière, il y a plusieurs typologies de restaurants. On peut prendre l'exemple du Grand Hôtel Pigalle, où aujourd'hui ils sont sur un hôtel lifestyle dans le 10e arrondissement, où ils ont créé une offre de restauration avec un chef qui est Giovanni Passerini, qui a été meilleur chef du fooding en 2016. Donc ils ont quelque chose de cohérent avec l'hôtel, avec leur cible, avec le quartier dans lequel ils se situent. De la même manière, on a des exemples plus classiques, puisque les dîners n'aiment pas toujours de réinventer l'histoire, avec le Fouquet's, qui a un restaurant qui est adapté en termes de décoration, en termes de contenu, pour sa clientèle intérieure et sa clientèle extérieure également. Adapter son lieu et sa cible, c'est deux autres exemples à 7 également. Les halles situées dans l'hôtel, qui sont axées autour d'une offre bio et santé, ou encore, et là au-delà de s'adapter à son environnement, c'est de s'adapter à ses possibilités internes pour pouvoir développer une offre. Et là, le bar caché de l'Inca, qui à Paris, Inca Hôtel, qui s'est dit je vais utiliser une petite réserve dans laquelle j'avais pas grand-chose et je vais en faire un centre de profit et je vais créer un bar speakeasy, un bar caché. Créer une relation de proximité. La tendance est à l'affectivité. Ces nouveaux espaces F&B prônent une proximité entre les clients et contrairement au passé, où la discrétion était plutôt de rigueur. Aujourd'hui, on n'accueille plus un client en lui demandant sa carte de crédit, on l'accueille en lui offrant un café. Deux exemples, la Social Hour du Kimpton, entre 16h et 17h, ils offrent à tous leurs clients, dans le lobby, une coupe de champagne pour créer de la proximité, créer du lien entre les clients, faire découvrir les différents services de l'hôtel et créer du lien avec les différents collaborateurs. Ou encore W by Marriott, où là, pour créer ce lien, ils ont renamé, les serveurs sont des guest heroes, les réceptionnistes sont des hôtes, et donc le naming des postes a également son importance et a toute son importance pour fédérer également son staff, qui étaient les exemples qui étaient cités précédemment. Travailler sur son réputation et sa viralité. Il est plus possible aujourd'hui d'imaginer travailler une offre bar ou travailler une offre restaurant sans imaginer qu'elle soit instagrammable. Instagrammable, ça passe par des arts de la table, ça passe par un décor, ça passe par le soin qu'on va apporter à la scénographie que l'on met dans l'assiette, quel que soit son niveau de qualité de restaurant souhaité, ou de positionnement plutôt que de qualité.
Proposer une offre flexible et évolutive. Deux exemples intéressants, et c'est vraiment une tendance de fond, le Brac et le Coq à Paris, qui au-delà de proposer un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner, si vous allez sur leur site internet, ils proposent de 8h du matin jusqu'à minuit une programmation F&B, une programmation événementielle, avec des temps forts qu'ils ont su développer, que ce soit dans la matinée autour du coworking, autour de petits déjeuners business et de réunions, que ce soit l'après-midi pour l'afternoon tea ou d'autres rendez-vous. Et donc il y a tout un programme rythmé toute la journée autour du F&B, au-delà des trois horaires classiques que nous connaissons. Faire de chaque moment une expérience. Et je vais rechanger le mot expérience, faire de chaque moment une surprise. Comment est-ce qu'on soigne l'entrée de son client dans le restaurant ou dans le bar? Quelle surprise on l'y apporte? Deux exemples intéressants, l'hôtel particulier de Montmartre, où là la surprise c'est l'entrée, où vous rentrez par un portail incroyable et vous arrivez, vous découvrez une bâtisse. Deuxième exemple qui est le Secret Bar du Bouddha Bar à Paris, où là ils ont carrément fait un jeu sur Instagram avec tous les mois une question, tous les mois une énigme qui est posée sur Instagram, et c'est la réponse de l'énigme qui permet d'avoir accès au bar caché que vous donnez à l'hôtesse pour qu'elle découvre la bibliothèque et qu'elle vous permette d'accéder au bar. La slide suivante, et je vais passer rapidement parce que Leslie va vous reparler de la lumière notamment tout à l'heure, mais aujourd'hui on ne peut plus imaginer le traitement d'une offre F&B sans que la lumière et la musique fassent partie intégrante du projet. Le Mobotel est un bon exemple puisqu'il y a une programmation musicale et artistique. Il y a d'ailleurs une directrice artistique qui a un job qui n'existait pas forcément il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans dans vos hôtels, qui a été créée pour programmer une playlist adéquate à chaque moment de consommation de la journée, des DJ, des concerts et animer l'ensemble des espaces F&B. S'inscrire dans son environnement. Deux exemples à Austin, son environnement au sens historique. Austin étant une capitale de la musique, l'ensemble de l'hôtel a été créé en cohérence et pour faire écho à cette musicalité, ou encore l'environnement au sens écologique, on en parlait tout à l'heure, ce sont des questions qui sont indispensable à traiter. Le First, le restaurant du Westin, propose aujourd'hui la possibilité de manger et de composer un repas, entrée, plat, dessert, uniquement avec des produits qui viennent de moins de 150-200 km autour de l'hôtel. Décloisonner les espaces et les offres, c'est répondre à la question pouvoir consommer où je veux, quand je veux et comme je veux. On a des exemples sur les différentes gammes d'hôtellerie. On a Joe & Joe avec le design imaginé par Lee Penson, ou encore le Hoxton Paris ou les autres Hoxton, et on en a parlé, où la réception a été reléguée à l'arrière-plan et vous arrivez directement dans le bar. J'essaie de garder le rythme. Alors, quels sont les impacts du F&B sur l'hôtel ? Ça veut bien marcher. Voilà. Des impacts financiers. Impacts financiers, évidemment. Ce sont des choix qui sont importants, qui doivent être mesurés, mais qui sont importants en termes d'investissement. La création d'un espace de restauration coûte cher en termes d'ameublement, en termes de technique. Néanmoins, c'est également ce qui peut permettre d'amener des revenus complémentaires directement pour le restaurant et indirectement pour l'hôtel, pour en créer un lieu de destination et bien plus implanté dans son quartier que s'il n'avait pas de F&B. Impact culturel. L'espace fédérateur par excellence sont les bars et les restaurants dans les hôtels qui savent dorénavant attirer les locaux et créer une dynamique sociale dépassant leur rôle initial. C'est le cas de toute une nouvelle génération d'hôtels qui cherche à rajeunir sa clientèle et à s'ouvrir vers l'extérieur. Toutes les marques s'y mettent, Starwood avec W et Aloft, Hyatt avec Andaz, Marriott, c'est allié à Jan Schreger pour The Edition ou Moxie, ou encore Accor avec Joe & Joe, Mama Shelter ou Tribe.
Quand Airbnb mise sur l'individualité et peu isolé, aujourd'hui le F&B des hôtels cherche au contraire à fédérer, à sociabiliser et à apporter une expérience différenciante. Dans les impacts organisationnels au niveau de la communication, on nous pose souvent la question quand on intervient en consulting auprès d'hôteliers, est-ce qu'on doit créer une seconde marque ou est-ce que c'est la marque de mon hôtel qui va porter l'ensemble du F&B ? Il n'y a pas de réponse adéquate. Ce qui est sûr, c'est que ça a un impact en termes de communication. Le fait de créer une seconde marque peut permettre de gérer des avis TripAdvisor et de les basculer d'un compte à l'autre pour préserver la réputation de l'hôtel plus ou moins ou celle du restaurant. Donc ce sont des vrais impacts à traiter également en termes d'identité. Comment concrétiser mon projet F&B ? Plusieurs possibilités. Soit je le fais seul, par effectuation. L'effectuation, c'est se dire... c'est une méthode d'entrepreneuriat depuis 10 ans qui pousse, c'est de se dire je vais faire avec les moyens que j'ai, je vais le faire et je vais raisonner en perte acceptable et je vais y aller à tâtons et je vais progressivement mettre en place des choses, essayer des choses et le mettre en place par moi-même et prendre en compte ces expériences pour faire évoluer petit à petit le F&B en adéquation avec mon établissement. Autre méthode, de se faire accompagner par des consultants. Et là, ça permet évidemment d'accéder à une expertise et à une créativité. Ça permet de définir, d'accompagner un projet global, de structurer l'organisation et d'accompagner et d'avoir un accompagnement pour avoir un concept clé en main très adapté aux besoins définis. Avec la contrainte, c'est en règle générale, le consulting s'arrête au moment où c'est ouvert et que l'hôtelier se dit oui, mais maintenant il faut que je me débrouille tout seul. Et j'ai peur à la fois de ne pas savoir faire et j'ai peur en plus, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, que le concept qu'on a mis en place, on n'en ait plus que l'ombre qui soit en place parce que mon chef va changer, mon directeur de restaurant va changer régulièrement et les choses vont se diluer un petit peu. Donc il existe aujourd'hui d'autres possibilités, le contrat de management. La photo, c'est celle de Balagan, donc un contrat de management de l'Expé Group. On parlait tout à l'heure de Farago à Nice. Donc ça peut permettre également d'être une solution qui peut basculer progressivement sur des contrats où l'hôtelier a plus d'autonomie en franchise ou encore en franchise. Et je vais repasser la parole à Leslie. Je vais aller vite. Les derniers détails pour animer vos lobbies. En plus du F&B, on a le retail. J'imagine que pas mal d'entre vous se sont posé la question de savoir, pour des questions de rentabilité, comment est-ce que j'occupe tel ou tel espace dans mon lobby. Le retail, c'est possible et ça augmente vraiment ce brand attachment et l'expérience client en fonction des choix que vous allez faire pour mettre des choses dans vos lobbies. Les choses pouvant être, à gauche, vous voyez au Only You un barbershop, c'est possible, c'est sympa. Ça permet d'éviter que les barbus quittent votre hôtel. Le Mob Hotel à Saint-Ouen, c'est un petit exemple de shop en convenience store. De toute façon, ça anime quand même. On fait un peu de chiffre d'affaires avec une petite étagère. C'est pas négligeable. J'étais au Marriott à côté de Roissy-Charles de Gaulle. Ils ont un mini truc assez moche et ils font environ 700 € par semaine de chiffre d'affaires, ce qui est pas négligeable et c'est juste la réception qui s'en occupe et ils ont vraiment des trucs plutôt moches. Hein. On parle de dentifrice, quoi. Donc on a une version jolie, celle-là, et la version moche que vous pouvez mettre. Hoxton à Holborn, eux, ils ont collé un nail bar. Pareil, on peut se faire les ongles, on n'est pas obligé de partir de l'hôtel. Animer vos lobbies, et ça c'est une question récurrente quand on crée des restaurants, on nous demande aussi ouais mais est-ce que mes clients ils peuvent travailler, comment je peux les faire venir. Pour ceux dont l'objectif est d'animer les lobbies et de donner de la vie à vos lobbies, n'ayez pas peur de faire venir des travailleurs chez vous. On voit l'exemple dans les Ace Hotels partout dans le monde, on peut même pas s'asseoir parce qu'il y a beaucoup de travailleurs. Alors vous allez me dire ouais mais bon ils sont marrants, ils boivent juste un verre d'eau, un café, moi ça me saoule. Oui mais en l'occurrence le monde attire le monde. Donc au Ace Hotel c'est tout le temps comme ça, peu importe où vous allez, ça attire le monde. Donc il y a du monde qui les rejoint, qui viennent boire des verres, qui viennent dîner. Le monde attire le monde, donc n'ayez pas peur des workers et des millennials qui ne vont pas beaucoup dépenser dans votre lobby, mais qui vont
croûter un peu, mais en tout cas ramener du monde. Le Coq Hotel, Antoine en a parlé, le Coq Hotel, mais en avant, le venez travailler chez nous. Ils ont même sur leur site internet une photo de un ordinateur, un petit déj, venez avec vos équipes, télétravailler chez nous. Ils favorisent ça par le biais de leur site internet. J'ai mis le Citizen M, même si ça va à l'encontre de leur politique. À la gare de Lyon, on a beaucoup de travailleurs qui sont dans leur lobby, même si en fait sur la table il y a marqué si vous êtes là pour travailler, vous n'êtes pas la bienvenue. Donc je ne sais pas si le message est vraiment passé ou si c'est même très accueillant ou ce qu'ils veulent faire avec ça. Mais en tout cas, beaucoup de gens viennent travailler même s'ils ne le veulent pas. Donc n'ayez pas peur des travailleurs, faites-les venir chez vous et n'oubliez pas que le monde attire le monde. Les Best in Class, Soho House, pour les membres évidemment, mais en tout cas, ils ont des espaces de vie et de travail, restauration, bar super intéressants. Célina, je voudrais en parler parce que c'est d'abord du coworking et ensuite des hôtels. C'est une marque de coworking d'Amérique du Sud qui se développe en hôtel. Ils ont 40 établissements en Amérique du Sud. Ils arrivent en Europe. Les coworking deviennent des hôtels. WeWork devient un hôtel, a créé WeLive à New York. Donc attention, parce que la question se pose de savoir si est-ce que l'hôtel business de demain, c'est pas le coworking d'aujourd'hui qui va ouvrir des chambres au-dessus. Donc c'est vraiment une petite menace, en tout cas des hôtels qu'il faut suivre de près. Donc WeLive et Célina, les coworking hôtels. Et ensuite j'ai mis les Hoxton parce que ça fait partie des best in class. Celui de Paris ne représentant pas vraiment la vibe Hoxton, mais quand même il est plein tout le temps. Donc voilà, pour les travailleurs. Je vais aller vite. Vivre un lobby à l'étage, pourquoi pas? Si vous posez la question, si vos architectes ont l'idée, foncez, ça va créer l'expérience du brain attachment. Et c'est pas parce qu'il est à l'étage qu'il va pas vivre. 3 exemples, Zoku Amsterdam, tout se passe au dernier étage, au 8e étage. Vous arrivez, vous avez un bar. Bon, c'est du self-check-in, mais en tout cas, tout se passe au 9e étage. Le Bikini 25 Hours à Berlin, quand vous arrivez au rez-de-chaussée, vous avez juste un ascenseur et une voiture. Donc en tout cas, ça attise la curiosité. Et le Public Hotel à New York qui a su faire de ses escalators un hôtel mondialement connu grâce à ses escalators. Autour, on a un shop de fleurs à gauche, un grab and go, un espace de restauration, un espace de travail. Et le check-in se fait au lobby au rez-de-chaussée. En tout cas, il y a juste 2 bornes. Encore une fois, on dépense 500 € la nuit. La lumière va de pair avec un lobby animé. Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir la lumière du lobby d'ascenseur toute la journée et en tout cas attirer du monde ou faire venir des travailleurs ou des gens qui viennent boire un cocktail chez vous, c'est même pas la peine d'essayer en fait, parce que si vous ne collez pas au mood de vos clients qui n'ont pas le même mood le matin quand ils ont un meeting ou quand ils boivent leur café, et évidemment pas le même le soir quand ils vont boire un cocktail, il faut vraiment dépenser de l'argent dans la lumière et dans les experts lumière et les experts musique. Hein. Ça va avec la musique et Antoine en a parlé juste avant. J'arrive pas à changer le slide. Voilà. 3 exemples. Edition Hotel à Barcelone qui a une lumière très étudiée. Le Urban Passage, c'est des hôtels indépendants. Il y en a un 3 étoiles et 4 étoiles collés à Barcelone. Intéressant aussi, si vous allez à Barcelone, n'hésitez pas à y aller. La lumière est très 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 bien étudiée. Et on a le Warehouse Hotel à Singapour qui a beaucoup joué sur les lumières. Enfin, je vais m'arrêter là. Une équipe dynamique pour un lobby vivant. On crée des concepts chez Pitaya, mais en fait, sans les gens, ça ne sert à rien. Et sans effectivement, et je reprends ce qui a été dit avant, une cohérence entre l'expérience client et l'expérience RH et une fierté des équipes à porter votre concept hôtelier ou même concept du lobby s'il est différent de celui de vos chambres. Voilà, quand on crée des restaurants, on connecte aussi à la réception. Maintenant, on forme vraiment toutes les personnes de la réception, du lobby, les welcomers. Les best in class, Citizen M, qui est un exemple pour tout le monde. Tous nos clients nous disent moi je veux que ce soit un réceptionniste qui fasse le bar. Bon bah merci beaucoup. Du coup on bosse là-dessus. Citizen M a réussi à fédérer, à créer un concept fort et un brand attachment pour les clients et aussi pour le staff. Moxie le souhaite aussi, c'est une de ses aspirations. Et Big Mama, je l'ai mis, hein, c'était pas en accord avec Tigrane, mais je l'ai mis parce que aujourd'hui, quand on crée un concept de restaurant, on ne fait plus la différence entre la stratégie RH d'un côté et la stratégie client. Un staff qui est content d'être habillé avec une tenue agréable, bien portée, et un concept bien porté par le staff, ça fera des clients heureux et c'est un cercle vertueux. Donc on ne peut plus dissocier les deux maintenant. Voilà. Voilà comment animer vos lobbies. Et j'avais mis la petite vidéo de Gloria à Londres. Qui dure 15 minutes, mais qui prouve que même dans la communication, on a le staff et les clients ensemble. En tout cas, on voit le staff et les clients qui interagissent beaucoup.
Elle a lancé, elle ne sait plus l'arrêter. Donc, bon, bonne nouvelle, c'est la fin. Bon, le mot d'ordre, dans tous les cas, il n'y a pas que le concept, il y a l'exécution. Merci à tous. Je voulais en profiter pour remercier très rapidement, bien sûr, tous nos intervenants. Une nouvelle fois, remercier nos amis de BPI France de nous accueillir, Serge, Angelina, qui doit être... voilà. Et comme chaque année, c'est important aussi pour moi de remercier les équipes d'Extendam qui m'ont aidé d'abord à préparer cette matinale, aussi pour tout le travail qu'elles font tout au long de l'année pour accompagner les entrepreneurs. En quelques chiffres, je vais être très rapide. Extendam, c'est quand même un peu plus de 750 millions d'euros sous gestion avec un peu plus de 2 milliards d'actifs. C'est 187 participations dans le secteur d'hôtellerie, un peu moins de 13 000 chambres partout en Europe. Et surtout, c'est 50 partenaires. Nous, on appelle ça nos champions chez nous. Mais enfin, 50 partenaires qu'on accompagne dans leur développement et dans leur accélération et avec énormément de plaisir. Et voilà. Et sans plaisir, il n'y a pas de confiance. Donc, c'est un peu notre secret. Je vous propose de poursuivre l'échange autour d'un verre à côté. Merci à tous.